Tu vois, j'avais un peu un parcours sans sortie de route. CDI, premier poste de management, premier poste de direction, tout droit vers le top management. Et en vrai, j'avais pas du tout envie de ça. Cette année, tu vois, on va dépasser les 130 000 euros de chiffre d'affaires. J'avais quand même en tête une chose, c'était de vraiment être top of mind, tu vois, sur un segment. Là où aujourd'hui, dans ma ligne édito, il y a un peu de lifestyle, de mindset, d'entrepreneuriat, à la base, il n'y en avait pas. C'était vraiment, je publiais tous les jours que sur de l'inbound de recrutement, comment attirer plus facilement, comment repenser ton offre d'emploi, etc. C'était full valeur pour les recruteurs. C'est vrai que dans le B2B, on va pas se le cacher, c'est quand même une preuve, le fait d'avoir un livre. J'ai commencé à l'écrire en juillet 2024 et il est sorti en septembre 2025. Il devait être prêt, je crois, en mai. Forcément, quand ton canal d'acquisition, c'est ton branding, les personnes s'attendent à ce que ce soit toi, le formateur. Donc, ça a été quand même, tu vois, un petit temps d'adaptation. Et puis aussi, c'est pas ma qualité première de déléguer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Très contente de vous présenter ce nouveau format dans les coulisses des solopreneurs à succès. Et oui, parce qu'en 5 ans de podcast avec près de 1000 épisodes, j'ai rencontré des superbes solopreneurs qui ont réussi à faire un petit peu le Graal, quoi, à sortir de la vente du temps, à créer un business qui les rend libres et heureux et épanouis. Et aujourd'hui, j'ai un magnifique spécimen de solopreneur à succès en la personne de Charlène Emery. Alors Charlène, je te souhaite la bienvenue au Board. Comment vas-tu ? Merci beaucoup, Flavie. Écoute, parfaitement. J'espère que toi aussi. Mais oui, super. Alors, si vous nous regardez en vidéo, je vous le conseille. D'ailleurs, venez sur la chaîne Le Board Média, parce que Charlène, elle respire la liberté et le soleil, puisqu'en plus, tu es dans une magnifique destination où il y a aussi plein de solopreneurs qui se sont installés. Tu nous appelles d'où, là ? De l'île Maurice. J'ai la chance d'avoir trouvé cette petite pépite sur Terre, tu vois, qui m'a même fait abandonner le digital nomadisme. En vrai, quand tu mets les pieds à Maurice, je crois que tu peux plus repartir. D'accord, c'est excellent. En tout cas, ça donne envie et c'est vrai que tu as bonne mine et tout. Moi, ça commence à être le début de l'hiver par ici. J'ai l'impression que je suis un petit peu enrouée. Mais bon, c'est ça aussi la vie de solopreneur à Nantes, même si je suis plutôt bien. Et dans cet épisode avec toi, on va tout décortiquer. Comment t'as fait pour te lancer de salarié DRH à solopreneur? Comment t'as fait pour sortir de la vente du temps? Parce que big up à tous nos amis freelance dans le domaine des RH. C'est souvent des RH externalisés, des recruteurs, des chasseurs de tête. Il y a quand même beaucoup de boulot et pas trop de liberté. Comment t'as fait pour créer tes produits? Et là, t'as créé des formations, des programmes en fait qui sont hyper intéressants. Augmenter bien sûr ton chiffre d'affaires et te faire connaître de tes clients cibles sans trop d'efforts, quoi, sans devoir prospecter, puisque c'est toute la philosophie aussi de ce que tu fais avec ton entreprise qui s'appelle Talent Catcher. Et puis comment tu t'entoures pour performer et pour quand même garder un petit peu de temps pour aller à la plage, j'imagine, ou faire des trucs un peu cool sur l'île Maurice. Ce serait dommage d'y passer 23 heures sur 24 derrière ton Mac là-bas. Carrément. Ça me va très bien comme programme. Allez, c'est parti. Alors, Charlène, tu sais, pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de ton business model, combien tu fais de chiffre d'affaires aujourd'hui? C'est quoi qui te rapporte de l'argent? C'est quoi un peu on va dire ta niche, quoi, ta thématique? Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore franchi le pas, revenir un peu aussi sur qu'est-ce que je faisais avant d'être solopreneur, puisque donc comme tu l'as dit, je suis fondatrice de Talent Catcher, mais avant de découvrir la liberté du soloprenariat, j'ai un parcours très classique, tu vois, master en économie, enfin mention RH parce que j'ai toujours voulu faire de la RH, mais voilà, master, je quitte mon master, je rejoins une grande banque dans laquelle j'ai été chargée de recrutement, responsable de recrutement, puis directrice du développement RH. Donc, tu vois, j'avais un peu un parcours sans sortie de route. CDI, premier poste de management, premier poste de direction, tout droit vers le top management. Et en vrai, j'avais pas du tout envie de ça. J'avais vraiment envie de retrouver ma liberté temporelle, ma liberté géographique, et aussi le fait de vraiment bosser pour moi. Ce qui m'a du coup amené à créer Talent Catcher sur les fondamentaux en fait que j'avais vus en tant que salariée. Puis moi, même pendant mes 6 ans de salariat, je me suis toujours beaucoup intéressée à tout le marketing digital, les infopreneurs, les business models, etc. Et j'ai déjà commencé à implémenter tout ça en tant que salariée dans le recrutement. Et il y a beaucoup de choses à apprendre du marketing, tu vois, pour l'appliquer au recrutement. Dis donc, ça a dû piquer un peu dans ton domaine, parce que j'allais dire, je me reconnais dans ta trajectoire corporate propre et sans faille jusqu'à un certain point. C'est vrai qu'on n'imagine pas dans les RH d'une grande banque des techniques d'infopreneur, quoi. Tu me racontes ce que tu as fait, c'est drôle. En fait, j'avais beaucoup de chance parce que mon DG
de l'époque et qui est encore DG là pour quelques mois dans cette banque, était déjà, tu vois, lui-même avait un blog, était à fond sur la création de contenu. En vrai, Trop il marrant. maîtrisait déjà l'inbound parfaitement. OK. Bon, j'étais pas directement rattachée à mon DG, donc j'ai dû quand même convaincre, tu vois, quelques intermédiaires. Mais Mmh. bah, l'avantage d'être dans une banque, certes, c'est assez old school sur les pratiques, mais par contre, c'est une vision héroïste, tu vois. Donc j'ai testé des choses, je leur ai montré le rendement, ils m'ont dit OK, on continue, on continue. Génial. Et en J'aime vrai, trop parce que ça montre aussi, enfin, tu vois, que c'est pas parce qu'on est en corpo qu'on est foutu pour la vie, d'entrepreneur. Parce que tu sais, il y a vraiment cette opposition, genre: «Ouais, si tu te fais fouetter en open space ou si tu es un salarié, tu as raté ta vie». Alors que pas du tout. On développe énormément de compétences entrepreneuriales qu'on peut utiliser aussi, dans le corporate après, dans sa vie de solopreneur. OK. bah, c'est pour ça que je voulais te le dire, enfin, là, au micro, parce que peut-être que certains et j'en suis sûre, des auditeurs, tu vois, hésitent à franchir le pas. Et non, tu vois, enfin, moi, du coup, j'ai créé Talent Catcher, j'allais avoir 30 ans. Donc, j'avais déjà vécu bien 10 ans en corpo et en parcours classique, études, grandes entreprises et tout ça. Et donc, il n'est jamais trop tard. Trop bien. Vraiment, sans regret. Et Alors donc, effectivement, depuis que tu as lancé Talent Catcher, ça a bien ouais, évolué? Alors que ça ouais. ressemble à quoi aujourd'hui ton business? Yes. Bah, écoute, rentrons dans le vif du sujet. Cette année, tu vois, on va dépasser les 130 000 € de chiffre d'affaires. Ouh! Heu, Trop ouais. stylé. Écoute, gros milestone parce que la première année, je me rappelle, moi, quand je me suis lancée, bah, je ne savais pas, tu vois, si j'étais faite pour le soloprenariat et je me rappelle avoir fait mes petits calculs en mode: «OK, si je veux être digital nomade et garder une vie, enfin, on va dire avec, mes basiques qui sont surtout, le sport, moi, et bien, combien il me faut?» Et je me disais: «OK, bon, bah, avec 2 000 €, ce qui veut dire, OK, il faut que je fasse peut-être, allez, 50 000 - 60 000 € de chiffre d'affaires la Mmh. première année». Tu vois, j'étais vraiment, peu ambitieuse là-dessus. Mmh. Et 1re année, bon, franchement, les premiers mois, bah, assez, assez bons, mais c'était pas non plus pump it up. J'ai jamais eu à faire de prospection, on y reviendra peut-être. Donc tout se fait Mmh. en inbound et la première année, je termine à 150 000 € de chiffre d'affaires. Donc j'étais déjà très contente, tu vois? Trop bien. Hem, avec quand même, peu de temps libre. J'avais commencé à déléguer, mais pas assez et cetera. Mmh. Et puis la deuxième année, du coup l'année dernière, je passe, moi j'étais quasiment à 300 000, 280 000 je crois et cetera. Donc je me dis: «OK, troisième année, je me fixe les 300 000». Et en fait là, on a dépassé les 530 000 quoi. Et j'avoue que là, je termine mon bilan comptable et je suis pas peu fière de te le dire. Félicitations, mais je kiffe tellement. Faut s'en réjouir aussi, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup aussi de côté un peu avoir honte de ces chiffres et tout et je te Ouais. remercie de les partager en transparence avec nous parce qu'on va décortiquer tout le chemin pour arriver là. Je suis sûre que ça intéressera énormément de monde et on se suit, donc moi ça m'intéresse parce que moi je suis pas encore aux 500 mais bientôt, donc j'ai vraiment J'ai hâte. compris. Donc je vais profiter de ton élan Charlène pour mettre en place les derniers jalons pour arriver à faire comme toi. Trop cool. Sur ces 500 000, on va dire à peu près, j'arrondis, c'est quoi un petit peu qui te rapporte de l'argent ou c'est quoi ton business model? Parce que tu sais, il y a des indie hackers, il y a des consultants, il y a des conférenciers. Toi, tu gagnes de l'argent grâce à quel modèle? Ouais. Moi, je gagne de l'argent vraiment grâce à la formation au sens large. Donc, OK. formation B2B. On ne fait pas de Mmh. B2C, on n'est pas Calliope, on fait pas de CPF, et cetera. Donc, formation que en entreprise. Mmh. Heu, on a 2 produits, stars et qui sont les mêmes produits depuis le démarrage. C'est la formation des équipes recrutement, où on vient les former, aux méthodes, bah, justement de marketing, mais appliquées Mmh. au RH, à la création de contenu, la prise de parole et en fait, comment attirer les candidats sans les, solliciter. Donc ça, c'est à Mmh. peu près 40 de notre, chiffre d'affaires. On a maintenant la majorité du chiffre d'affaires, je dirais, allez, c'est 55 quoi, je vais me laisser 5 de marge. Mmh. 55 qui sont vraiment dédiés aux mêmes pratiques, mais appliquées à tout collaborateur dans l'entreprise. Donc on vient créer des communautés d'ambassadeurs, appliquer une stratégie d'employé advocacy et finalement, moi, que je sois commercial, marketeur, graphiste, technicien dans mon entreprise, si j'ai envie de faire rayonner ma boîte, eh bien, Talent Catcher vient, t'aider à, comprendre, les pratiques, t'animer et Hyper cetera. Et cool. donc ça, c'est une offre, annuelle. Je pourrais te détailler tout ça. Donc ça, OK. c'est effectivement, ça a pris le pas sur la formation, même si je le mets dans la catégorie formation, mais c'est vraiment de l'employé advocacy. C'est effectivement 55 de notre chiffre d'affaires et je garde effectivement 5. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait ça, c'est même moins, mais avec un petit peu, d'influence, de partenariat, d'apport d'affaires parce qu'évidemment, j'ai construit une communauté qui vaut cher, pour, d'autres prestats RH, Mmh. des Mmh. outils et cetera. Donc, il m'arrive très ponctuellement d'avoir des partenariats avec des marques, effectivement, sur la cible RH.
Beh, écoute, hyper intéressant et très smart aussi, je trouve, d'avoir visé le B2B. Moi, j'arrête pas de dire à Mmh. mes alumni, là: «Vas-y, fais du B2B». Moi, j'aime bien le B2B, je viens de là aussi. Tout le monde veut faire des formations pour les freelances, mais il y a pas que les freelances dans la vie. Il y a les recruteurs, et tu as très bien ciblé et justement, les codes du solopreneur s'appliquent bien pour des bootcamps ou des formations en entreprise aussi et c'est justement, ça détonne peut-être par rapport aux entreprises, aux formations old school qu'il doit y avoir dans l'univers RH. Tu vas nous raconter un petit peu après comment tu as créé ton produit. Écoute Charlène, si ça te va, je te propose qu'on rembobine et que tu nous fasses étape par étape. On va suivre un petit peu mon framework que connaissent les auditeurs et auditrices. C'est les 4 piliers de la scalabilité. Et c'est aussi souvent comme ça qu'on se construit en tant que freelance. D'abord, on trouve une niche, on crée une offre. Ensuite, on lance son média pour se faire connaître en automatique par ses clients. Puis, on productivise. C'est là qu'on crée des formations en ligne, etc. Et enfin, on choisit le bon système, le bon entourage pour scaler. Si tu es prête, c'est parti. Tu vas nous expliquer comment tu as trouvé cette niche du recrutement inbound, comment tu t'es spécialisé et puis comment tu as pu trouver tes premiers clients pour faire déjà une très belle première année. C'est parti. Alors Charlène, pour la partie expertise, donc vraiment, tu aurais pu faire plein de choses en te lançant, ex-DRH. Comment tu as trouvé ce sujet-là? Ta méthode signature aussi, en fait, parce que là, on comprend, que tu as vraiment une vraie méthode, tu as un vrai concept. Donc, je spoil un petit peu, mais le titre de ton livre, c'est «Recruter sans chasser». Est-ce que tu peux nous expliquer par quoi tu es passée jusqu'à trouver cette bonne niche, fertile, on va dire? Alors, la chance que j'ai, c'est que c'est venu assez naturellement puisque, bah, j'étais à la place de ma cible actuelle, tu vois? Quand j'étais moi-même, salariée, RH, j'avais déjà commencé l'inbound, comme je te disais, parce que j'étais un peu curieuse de ce qui se faisait hors RH, et donc je l'avais testé. Très honnêtement, la partie inbound, donc pas de prospection, côté recrutement, ça m'allait bien parce que moi, je suis pas une très, très bonne, commerciale, tu vois? Dans la sollicitation et cetera, ma zone de génie, c'est plutôt sur la création de contenu. Ouais. Donc en fait, je l'ai testé et après je me suis dit: «Bon, bah, effectivement, ça serait pertinent d'aller l'enseigner à d'autres entreprises». Je voyais bien qu'il y avait pas de concurrence. Alors c'est pas toujours bon signe, hein. Mmh. Effectivement, de pas avoir de concurrents, mais bon, je sentais qu'il y avait une possibilité, mais comme je te dis, j'imaginais pas du tout que ça prendrait cette ampleur. Donc je Mmh. pensais juste même, si j'arrivais à le commercialiser à 2-3 entreprises par an, que ce serait déjà très bien et en fait, j'avais quand même en tête une chose, c'était de vraiment être top of mind, tu vois, sur un segment. Donc, je Mmh. savais que si je devenais recruteuse, lambda, on va dire, ou, un organisme de formation RH large, bah, j'allais être concurrente d'entreprises qui étaient là depuis des dizaines d'années, qui avaient 500 salariés et franchement, je voyais pas ma légitimité à aller, tu vois, hacker ça, et c'était pas ma volonté. Donc je me suis dit dès le début, autant Tu peux me pas en plus parce que c'est ce que je dis aux freelances, je leur dis: «Mais attends, mais tu vas faire une formation généraliste pour les managers». Mais meuf, mec, il y a des gens, en fait, ils ont 50 commerciaux qui prospectent toute la journée les DRH pour leur vendre des formations. Comment tu vas faire si toi, tu es freelance? Tu peux pas. Ouais, du coup, tu vois, il y avait quand même ça en tête et je me disais dans tous les cas, eh bien, je teste ça. Heu, l'idée en plus, c'était de se dire: «OK, je vais créer du contenu pour attirer des prospects et leur dire: "OK, vous m'avez trouvé comment? Parce que je vous ai jamais sollicité. Ben, moi, je vais vous apprendre à faire la même chose avec les candidats"». Donc tu vois, un peu, j'avais, le principe en Génial. tête et je me suis lancée au mois de mai. Les 2 premiers mois, enfin 3 premiers mois, c'était l'été en plus, donc franchement, j'avais des touches, mais effectivement, petit conseil aussi à ceux qui se lancent en B2B, heu, les temps sont beaucoup plus lents et longs. Donc pas d'inquiétude, tu vois? Moi, les premiers vraiment gros contrats, c'était septembre, donc tu vois, c'était 3 mois et demi après, mon lancement. Je te Mmh. pose quand même des questions pendant ces 3 mois et demi, mais bon, j'avais pas mal lu sur le sujet. Je m'étais dit: «OK, je sens que, il y a les bonnes accroches et que là, on est juste sur un temps de négociation et donc je m'étais laissé genre, tu vois, 4-5 mois pour tester ce format et voir si ça prenait et Donc tu pas de avec chiffre, mais tu avais des touches. Ça, c'est une nuance ouais. quand même importante à rappeler parce que si tu as 0 touche, par contre, pendant 3 mois, c'est peut-être pas la bonne niche que tu as trouvée. Tu vois? Moi, je dis généralement qu'il faut 3 mois pour pivoter son offre et qu'en 3 mois, tu as le temps d'avoir des touches et tout et que si tu en as 0, par contre, bah, tu rechanges, en fait. OK. Bah, c'est tout Tu à fait ce que j'ai fait et tu vois, effectivement, j'avais des touches et je voyais vraiment, enfin, tu sais, je notais mes prospects et je voyais que j'avais beaucoup de 8-9/10. Je sentais que ça allait mmh. closer, et que juste que déjà quand tu fais du B2B, le mois de juillet-août, bon, est pas le plus pertinent souvent, pour closer. Donc bon, écoute, je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, ça a fonctionné et j'ai pas eu besoin de pivoter.
D'accord. Et au début, du coup, tu as fait quoi? Tu as vendu ton temps, tu sais, pour comprendre, parce qu'aussi, il y a ce moment où tu as l'intuition, mais tu sais pas quelle va être vraiment la méthode pour apprendre à quelqu'un à faire de l'inbound de recrutement. Comment tu as fait alors, au tout début? Alors, ouais, dès le début, je voulais faire de la formation, pas de la Mmh. formation one shot parce que j'étais convaincue d'une chose, c'est que si j'allais une journée dans une entreprise et que même si j'étais la plus convaincante possible et que je leur délivrais un max de valeur, ben, faire changer ces pratiques, ça prend plus de temps. Donc dès le début, Génial. je voulais vraiment une offre où certes, il y a des ateliers de formation, mais il y a du coaching, il y a de l'accompagnement et on va être à tes côtés pour transformer, tes pratiques. Évidemment, au début, j'étais toute seule à faire ça, hem, mais aussi, je me disais: «Ce que je vais proposer, c'est quelque chose de très différent de toute la formation B2B classique». Mmh. Qui, tu sais, a un coût par participant par jour, souvent genre, tu payes 500 €, tu mets ton salarié dans une salle, pour, toute la journée et puis basta, ça s'arrête là. Donc moi, je me disais: «OK, c'est pas ce que je vais proposer» et je me rappelle avoir lu du coup durant cet été-là, en attendant mes prospects, le livre d'Alex Hormozy sur, la construction de l'offre Ah et génial. et du coup, je me suis dit, «Eh bien, je vais calculer combien je fais gagner à mes clients», tu vois? Grâce à ça, combien ils peuvent estimer enfin, comment on peut estimer de recrutement, réussi grâce à ça, combien ça leur aurait coûté et du coup, j'ai directement pas vendu une formation par coût par participant ou un jour de formation et Ah directement, j'ai excellent. vendu un package, évidemment qui était pas du tout au même prix qu'aujourd'hui, mais malgré tout, tu vois, j'avais cette idée de se dire: «Je vais vendre mon temps» parce que la formation, malgré tout, bah, c'est de forcément plus j'y passe du temps et puis, tu vois, les B2B, en tout cas sur mon créneau, étaient pas vraiment friands du e-learning. Donc, ils voulaient ma Ouais, c'est personne et clair. au début, ils voulaient même en présentiel dans leurs locaux. Donc, j'ai vendu mon temps, mais directement, je l'ai pas corrélé à un nombre d'heures, mais plutôt à ce que j'allais offrir, à nos clients et ce qu'ils allaient gagner, avec, notre méthodologie. Et tu te rappelles, c'était quoi le panier moyen de ton premier client à l'époque? Enfin, tu vois, qu'on ait un peu une idée, parce que Ouais. alors là, les prix de formation, il y en a des très disparates aussi. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle avoir commencé à 500 € par recruteur, formé et j'ai toujours eu une moyenne à peu près de 10 recruteurs. Donc j'avais quand même Mmh. eu 2 énormes contrats pour commencer avec Publicis et Chanel, qui m'avaient trouvé par inbound que je connaissais pas, donc qui étaient Génial. tu vois, des contrats plutôt à 25 000, ouais, 25 000-30 000 €. Donc autant dire que quand ça tombe, voilà, au début, enfin, genre, j'étais comme une folle. Mais effectivement, par recruteur, on était à peu près un coût aux alentours de 500 €, pour la OK. formation pour chacun. Ce qui comprenait, comme je te dis, bah, du coup, de la formation en physique, mais aussi tout un coaching pendant 2 mois. Trop bien. Bon, écoute, c'est passionnant et on voit aussi, que du coup, ouais, tu as utilisé donc l'équation de la valeur, la création d'offres directes, en fait. Tu t'es pas passé par le TJM, sinon tu aurais perdu énormément d'argent au lieu de faire 25 000 €. C'est clair, Si tu t'étais vendue à 1 000 € la journée, en tant carrément. que recruteuse, par exemple. Voilà. Et du coup, alors attends, mince, j'ai perdu ma question. Merde. Bon, ça va me revenir tout à l'heure, Charlène. Mmh. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est justement, tu en as parlé un petit peu, tu as dit: «J'ai fait de l'inbound, ils m'ont trouvé par inbound», Chanel et tout, des grands noms comme ça m'intéresse. Et on va regarder aussi justement comment tu as trouvé tes premiers clients et comment ensuite tu as accéléré, pour attirer tes clients comme un aimant sur cette offre et comment tu as pu industrialiser. C'est la partie solo média, c'est parti. Alors Charlène, solo média, c'est, quelle stratégie tu as utilisée pour attirer tes clients en automatique? Donc en fait, toi, c'est ce que tu appelles inbound marketing. Moi, j'appelle ça, média, on va dire, pour simplifier, pour les freelances qui sont pas, marketeux dans l'âme. C'était quoi les posts que tu faisais pour attirer Chanel et faire 25 000 € de vente B2B, quoi? Et ben, écoute, ça a été direct des posts orientés valeurs. Alors je dis posts parce que moi, j'ai de la chance, ma cible RH, il se trouve qu'elle est sur LinkedIn à 100%, tu vois? J'avais pas de questions à me poser sur le canal Mmh. puisque j'allais leur enseigner à se servir de LinkedIn et qu'en plus, tout le monde est tous les RH sont sur LinkedIn. Donc, d'un point de vue canal, j'ai commencé par LinkedIn et c'était assez évident. Et dès le début, j'ai vraiment créé des posts et des newsletters full valeur. Tu vois? Je me suis pas dit: «Ah, si je leur dis: «Donne des trucs gratuitement, qu'est-ce que je vais leur enseigner après?» Vraiment, j'ai jamais eu ce mindset-là et je me Mmh. disais plutôt, en fait, l'information, elle existe déjà sur internet. Il suffit de regarder ce qui se fait côté marketing et de l'appliquer au recrutement, mais si c'était si simple, bah, les autres le feraient, tu vois? S'ils ne le font pas, Mmh.
Déjà parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Donc moi, je vais leur donner l'information. Je vais essayer de leur montrer effectivement ce que j'ai déjà testé et donc d'apporter ma valeur. Et donc, là où aujourd'hui, dans ma ligne édito, il y a un peu de lifestyle, de mindset, d'entrepreneuriat, à la base, il n'y en avait pas. C'était vraiment, je OK. publiais tous les jours que sur de l'inbound de recrutement, comment attirer plus facilement, comment repenser ton offre d'emploi, etc. C'était full valeur pour les recruteurs. C'est super que tu précises parce que ça c'est comme moi en fait, par rapport à comment j'ai commencé, j'ai pris un peu plus de liberté dans ma ligne édito et c'est vrai que les gens quand ils se comparent à nous aujourd'hui vont dire: «Ah bah OK, moi aussi je vais faire une photo de surf et puis je vais raconter ma life». Bah, sauf que non, parce que moi, c'est pareil que toi, j'ai dû faire 2-3 ans de poste sur le freelancing avant du coup de faire des choses un petit peu plus lifestyle, hyper intéressant. Et est-ce que tu avais un funnel de vente structuré ou c'est juste, je sais pas, les gens ils commentaient? Parce que dans l'univers RH aussi, peut-être qu'ils vont lire, mais un peu en secret. Comment ils passaient contact avec toi après? Bah, le final il a pas beaucoup changé. C'était vraiment, on va dire, en début de parcours, découverte sur LinkedIn. Conversion via ma newsletter. Donc, j'ai direct mis en place une newsletter hebdo. Alors d'abord, je l'ai fait sur LinkedIn et puis après, je me suis dit, ah, c'est un peu dangereux d'avoir peut-être Mmh. toute ton audience à un seul endroit. J'avais pas de moyen de les contacter et tout. Donc, peut-être au bout de 9 mois, je crois que je suis passée par mail. Bon, voilà, je donne OK. d'un point de vue technique, mais je sais que ça peut aider. Et donc j'ai toujours observé, tu vois, ma newsletter est envoyée le jeudi matin et que j'avais un pic de réservation la journée du jeudi. Donc, Génial. j'ai toujours attribué à la newsletter. Donc, c'était un petit peu ça, ouais, découverte via LinkedIn, conversion via la newsletter. Tu Et combien après, d'abonnés sur ta newsletter à peu près? j'en ai 6 000. Ouais, Ce 6 qui est 000. beaucoup, hein, quand même Oui, ça maintenant. fait Là, tu dois beaucoup. avoir tes pairs aussi, là-dedans, quoi, Ouais, mais OK. exactement. Mmh. Il y a une grande majorité RH, mais il y a aussi des pairs de la concurrence, etc., qui est là. Je fais un petit tri, allez, tous les 3-4 mois à peu près, en termes de, enfin, pour regarder une bonne, Tu vires euh, les Gmail perso. Je rigole. ouais. Tu gardes que chanel.com. Grâce. Non, plutôt effectivement sur le taux d'ouverture, quoi, pour essayer d'avoir toujours quelque chose de propre. On est toujours aux alentours de 60% d'ouverture, donc en vrai, non, ça se stabilise bien. Mais j'ai Waouh! évidemment pas du tout commencé comme ça, hein. Je me rappelle la première Mmh. newsletter quand je l'ai basculée de LinkedIn, parce que LinkedIn avait massivement poussé la fonctionnalité LinkedIn. Donc j'avais plein d'abonnés, la fonctionnalité newsletter, Mmh. j'avais plein d'abonnés sur LinkedIn, mais quand je l'ai passé par mail, j'ai dû recommencer genre avec 100 personnes, tu vois? Donc bon, Ouais. c'était Donc une il y a pas petite de honte. décision. Rappelez-vous que 100 personnes deviennent 6 000 hyper qualifiées. Après moi, c'est pareil, j'ai commencé avec 20 personnes, dont ma mère et mes potes qui étaient salariés, qui s'en foutaient de ma newsletter solopreneur et maintenant on est 10 000. Donc voilà. Waouh! Bien joué, Flavie. Trop bien. Et Donc ouais, donc il y avait un lien vers ton Calendly quoi ou un truc comme ça sur la carrément, newsletter? ouais, je variais un petit peu les call to action, mais bon, globalement, c'était souvent ça, souvent en Mmh. lien, vers, mon Calendly. Et après, c'est encore le cas, à 90 de mes contrats, on les close en un rendez-vous. Donc il y a vraiment le rendez-vous, qui est même pas vraiment un rendez-vous de closing, tu sais? Enfin, en inbound, quand c'est vraiment full inbound, ils me contactent, ils savent déjà très bien ce que je propose, ils savent qu'ils veulent bosser avec moi et c'est plutôt les modalités et puis vérifier que d'un point de vue budgétaire, ça passe. Il y a quelques entreprises pour lesquelles effectivement il y a un R2, enfin il y a besoin d'un deuxième rendez-vous, Mmh. mais souvent, ouais, je dirais 80-90 ça se close en un call de, C'est 35-40 minutes, quoi. c'est génial et c'est la force de l'organique, c'est la force du média. Moi, c'est pareil que tu vois, je fais pas beaucoup de calls, mais des fois quand je recrute pour mon bootcamp, bah, c'est soit, c'est bon pour maintenant, enfin les gens se sont auto-closés, ils ont déjà écouté tous les épisodes, qui concernent la scalabilité, ils veulent déjà bosser avec moi. Enfin, tu vois, il y a pas ils savent le prix, ils savent les dates. Donc, clairement, il y a pas genre de taux de déperdition énorme. Trop cool et alors cette année, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres et d'ailleurs, je l'ai filé à mon mec qui va le filer à son DRH parce que c'est une grosse boîte, allemande. Donc je vais t'envoyer du bise un petit peu, Charlène. T'as lancé ton livre, t'as écrit ton livre, Recruter sans chasser, qui est magnifique. Je vais montrer un petit peu des images là à l'écran sur YouTube. Euh, Écrire un livre, c'est un énorme chantier quand on est expert. Alors, je me doute bien que tu l'as fait pour des raisons de branding, de prix, d'autorité, mais quand même, là, j'ai besoin de te poser des questions. Comment tu l'utilises justement dans ton funnel? Combien de temps ça t'a pris? C'était quoi ta stratégie avec ce livre aussi? Yes, beaucoup de questions. C'était un projet que j'avais depuis longtemps, mais aussi un petit peu, tu vois, par ego, juste parce que j'adore écrire, j'adore lire et que je me disais: «Bon, ça serait quand même cool d'avoir un livre». Et puis c'est vrai que dans le B2B, on va pas se le cacher, c'est, quand même une preuve, le fait d'avoir un livre. Donc
Voilà, je le repoussais un peu parce qu'effectivement, je savais que ça prenait du temps, que c'était pas ma prio et que honnêtement, enfin, j'ai de la chance, je t'ai partagé les chiffres, d'avoir une croissance, assez, naturelle, sans avoir changé la stratégie. Néanmoins, donc Karim, avec qui je l'ai écrit, m'a contacté, m'a dit: «Voilà, moi j'ai déjà écrit un bouquin en maison d'édition, j'ai envie d'en refaire un à destination des recruteurs, cette fois-ci en auto-édition pour, Mmh. maximiser la rentabilité, on pourra en parler et puis aussi avoir, vraiment la liberté, d'expression, et donc j'aimerais l'écrire avec toi, parce que voilà, c'est toi qui touches le plus des recruteurs, j'aimerais toute la dimension inbound et tout». Donc on est parti dans cette aventure il y a 1 an. Heu il fait 400 pages, mais avec, beaucoup d'exemples, d'ailleurs beaucoup de posts ou de contenus créés par les entreprises pour illustrer tout ça et montrer que c'est pas juste des grands C'est conseils, tu chouette. vois? Mais que c'est Ouais. applicable. Donc ces 400 pages n'est pas que de la rédaction. Ça m'a pris à peu près, je dirais 1 mois de focus. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Ah! Maurice. Je suis venue, l'été, dernier, juillet 2024, j'avais 1 mois et demi à Maurice et c'était vraiment le but d'écrire mon livre. Ça a été, tout à fait réalisable à raison, je sais pas, peut-être de 5 heures par jour à peu près. Mmh. Et après, par contre, c'est pour ça que je décris ça, c'est parce que j'ai cru, tu vois, que c'était terminé, mais ça ne faisait que commencer, le travail du livre. Écrire, c'est vraiment la première partie et la partie la plus fun pour moi qui aime écrire. Mais après, il a fallu, bah, effectivement, illustrer, donc par des exemples, mais illustrer le livre aussi, puisqu'on voulait pas que ce soit 400 pages boring, quoi. Donc tu vas le Mmh. montrer en je sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on a vraiment Mmh. voulu que ce soit agréable à lire, qu'il y ait aussi une logique un peu pédagogique, tu vois? Comme je suis dans mes formations, que tu te dis que tu pas plein d'infos et que tu saches pas quoi, Mmh. appliquer, mais que ce soit étape par étape et tout ça. Et puis après, il a fallu donc, à chaque fois, donc il y a, je crois, 150 entreprises qui sont citées dans le livre, donc à chaque fois Mmh. recueillir les droits des entreprises et cetera. Ah! Donc en Oui, vrai, j'aurais pas pensé à ouais, ça, ouais. on l'a vraiment fait en transparence avec les entreprises qu'on citait, Mmh. et c'est une bonne stratégie dans le sens où c'est des ambassadeurs, tu vois? On a des entreprises qui nous ont Bah, commandé ouais. 30 livres pour leurs Mais équipes. non, j'adore! Ouais, donc genre incroyable et puis on a eu le lendemain de notre sortie, je crois qu'il y avait 40 posts à LinkedIn, tu vois? Sur le livre. Donc ça a fonctionné, mais ça a demandé vraiment beaucoup de temps. OK. Évidemment, il y a des entreprises, enfin des grands noms, ils ont voulu faire me valider au Mmh. juridique, et cetera. Donc ça ne faisait que commencer et donc tout ça pour te dire que j'ai commencé à l'écrire en juillet 2024 et il est sorti en septembre 2025. Il devait être prêt, je Ouais. crois, en mai, mais c'était pas vraiment la meilleure période pour sortir un livre RH, Mmh. tu vois? Mmh. Alors que les vacances allaient arriver. Mais voilà, donc 9 mois Mmh. quand même de travail, à raison, de plusieurs heures par semaine quand même. Mais gros chantier, bah, bravo à vous 2. En tout cas, c'est hyper Merci. intéressant et par exemple, tu avais organisé un cocktail pour le lancement de ton livre, donc je trouve ça trop smart. Du coup, ce genre de truc, bah, je suis curieuse, ça t'a fait du business derrière, j'imagine, aussi d'avoir, tout un tas de personnes, pour le lancement de ton livre? Carrément. En plus, on a la chance avec Karim d'avoir vraiment une audience croisée. Déjà, Mmh. Karim, il a, 100 000 abonnés sur LinkedIn, c'est plutôt des candidats et même les clients, tu vois? Par exemple, je te parlais tout à l'heure de Chanel, ben, lui, il bosse avec Dior. Moi, je travaille avec, Trop 15 bien. banques populaires et caisses d'épargne. Lui, il travaille avec BNP. Donc tu vois, on avait plein de complémentarités où nos audiences sont venues se croiser, où j'ai pu Parfait. rencontrer, tu vois, aussi de potentiels, clients pour demain. Et c'est sûr et certain, vraiment. Déjà, le mois de septembre était assez fou en termes de business et Mmh. depuis la sortie du livre, mais ça n'arrête pas vraiment et on le cite souvent et même ici à Maurice, tu vois? J'ai fait un événement, recrutement, la semaine dernière et je pense que 40 fois au moins dans la soirée, on m'a parlé du livre et cetera. Donc c'est Mmh. sûr. Après, j'ai bien conscience qu'il y a un boom, tu vois, au lancement et que ça va se calmer et tout ça. Enfin, sauf si, on gamifie tout ça et on redonne, de l'élan au livre, durant l'année. Mais effectivement, c'est assez incroyable, en termes, d'opportunités et en plus, tu vois, je me disais: «Bon, comme il est auto-édité, peut-être que ça aura moins de valeur perçue». Mmh. Et à vrai dire, non. Non, Franchement, pas du tout. on a de très bons retours et on sent que c'est un élément de réassurance sur nos prospects. Génial. Bah, surtout que toi, vous avez une grosse audience, donc c'est pas comme si vous étiez des nobodes qui sortaient un Oui, livre auto-édité. Bon, là, ce serait peut-être un peu différent. Non, mais je trouve ça hyper smart et je connaissais déjà le cas d'usage en B2B tu sais, d'envoyer ton livre aux gens que tu veux, closer. Donc ça peut peut-être être aussi une piste, peut-être que tu l'as déjà fait. Toi, tu as juste payé un peu plus cher en frais de port, quoi, que si moi j'envoie le mien, parce il est un peu fat, ton livre. il est Mais en un tout peu cas, loin, j'avoue. il est hyper beau. Donc c'est bien, en fait, un métier relativement simple. Enfin, simple, c'est pas pour du tout discréditer parce qu'il faut de la discipline, mais on voit bien LinkedIn, email et livre.
En résumant, je pense que tu as dû réutiliser aussi tes années à créer du contenu sur LinkedIn, pour avoir Oui, la c'est pratique ça. de l'écriture. Donc, hyper cool et je trouve que c'est bien parce que des fois, les gens, ils se font une montagne du média, alors que ça peut juste être aussi simple, que ça et de le faire avec régularité pendant plusieurs années pour, booster. Bon, bah, trop bien, Charlène. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le détail maintenant de comment tu as productivisé, ton expertise, donc, ces fameux ateliers là pour les recruteurs et tu vas nous raconter comment tu l'as transformé en une formation. Et d'ailleurs, tu dis on, donc j'aimerais bien savoir un petit peu quelle est ta part là-dedans. Est-ce que tu t'es libéré du temps grâce à ça? Qui organise ces formations pour te permettre de faire aussi autant de chiffres d'affaires? C'est parti pour la partie produit. Alors la rubrique produit, le solo produit, c'est vraiment l'art de transformer son temps et son sur-mesure en quelque chose de standardisé qu'on va pouvoir vendre de façon automatique. Là, c'est presque déjà le cas si je comprends bien que ta newsletter et tout, mais aussi délivrer de façon la plus automatique possible, tout en s'adaptant bien sûr à ton persona, parce qu'on l'a vu, ton persona, ça sert à rien de lutter, il veut pas un truc en e-learning, sinon il ferait pas appel à toi. Donc c'est là où tu as été maligne, tu as aussi adapté des prix et tout. Comment tu as standardisé ce produit du coup de formation? Yes. Alors, plusieurs étapes à ça, comme je te l'ai dit. Donc, j'ai commencé vraiment en délivrant, toute seule. Je pense qu'au bout de 4 ou 5 mois, vraiment, je me disais: «Bon, c'est plus possible», tu vois? J'avais des temps, de formation, enfin, de dispo qui étaient vraiment trop lointains. Proposer des dates à 6 mois, tu vois, à mes prospects. Alors même si le temps en B2B est plus lent, quand même. Ouais. Donc je me suis dit: «OK, il faut que, déjà, je m'allège sur toute la partie organisme de formation parce que c'est quand même, surtout en B2B, tu vois, beaucoup de paperasse, hein, les conventions de Tu faisais formation, combien de les formations par semaine ou par mois, tu vois, qu'on a une idée? ouais, je me donnais un max à 3 formations par semaine, mais j'avais des semaines où parfois j'en avais 5 et mes Waouh! formations, elles durent 3h30. C'est une demi-journée. Donc Ouais, en c'est plus, quand tu as énorme. du physique, tu vois, des fois, j'étais à un endroit dans Paris, en plus à l'époque, j'étais à Lyon, donc j'étais même pas sur Paris et je le matin, j'étais à un endroit et je me dépêchais pendant la pause déjeuner pour aller à un autre et tout. Bon, je savais que c'était temporaire et qu'il fallait que je fasse mes preuves et que j'ai un max d'avis, de retours clients, de cas clients et tout, donc je savais pourquoi je le faisais, mais j'avoue que c'était speed. Mmh. Et effectivement, je me suis dit: «Bon, bah, déjà, un premier élément pour te libérer du temps et ce qui était le moins douloureux, on va dire, à déléguer, c'était toute la partie administrative». Mmh. Donc effectivement, les conventions de formation et cetera, gérer la relation, facturation et tout avec nos Mmh. clients. Créer tous les supports de formation. On va Mmh. dire que notre méthodologie à 70, c'est la même d'un client à un autre, mais on adapte évidemment à chaque fois à l'environnement, au secteur d'activité, à l'entreprise, aux Oui. participants. Donc tout ça, je l'ai délégué à Camille, un freelance qui m'a rejoint, ouais, en décembre, de l'année de mon lancement, donc tu vois, 6 mois après mon lancement et on travaille toujours ensemble d'ailleurs aujourd'hui, donc ça, c'est cool. J'ai commencé avec, je crois, 12 heures par semaine avec Camille et aujourd'hui, bon, on est quasiment sur, 30 heures par semaine avec moi. Ouais, Donc trop bien. Tu vois, voilà. les gens, ils sont une montagne de la délégation, mais moi, pareil, j'ai commencé comme ça, genre 10 heures, avec Ambre, assistant virtuel, et c'est genre, 500 €, quelque chose comme ça. Donc, Ouais, ouais, du coup, bah, c'est vite amorti par rapport au panier moyen que tu cites, en fait, c'est fou. Mmh. clair. Et tu vois, moi j'avais, comme je te l'ai dit, je quittais les salariats pour avoir plus de liberté, temporelle, géographique, donc je voulais pas de salarié. Je Mmh. voulais pas de CDI et aussi je pense que quand tu as été RH, tu as un gros biais. Tu sais à quel point c'est compliqué, parfois, hein, la gestion d'un salarié, de s'en séparer, donc franchement, je voulais pas ça. Mmh. Et aussi, je me disais: «Mais enfin, OK, là, tu as fait 100 000 € de chiffre d'affaires, mais si tu prends un salarié, enfin, c'est quand même enfin, un gros poids», tu vois? Mmh. Et effectivement, si demain, tu as plus de clients, tu vas pas t'en séparer en un clic. Donc moi, ça me Mmh. faisait peur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'entourer par des freelances et franchement, comme tu le dis, en vrai, c'était pas un si grand pas, surtout en commençant par la partie plus administrative, Oui. comptable et cetera. Et après, évidemment, 3 mois plus tard, l'étape a été de se dire: «OK, bon, ben, maintenant, il va falloir déléguer des formations». Et là, c'est pas la même facilité parce que 3 c'était mois un plus tard, déjà, c'est bien, tu l'as fait vite, mais ça m'étonne pas, c'est parce que tu avais aussi ce besoin de liberté et c'était ma question. Comment tu peux être digital nomade si tu fais des formations B2B aux recruteurs, sur, les ambassadeurs et le recrutement? Ça a commencé en plus comme ça, hein, Flavie, parce que, du coup, les 6 premiers mois, vraiment, bon, j'ai un peu voyagé, l'été, parce Mmh. que j'avais pas encore de prospects et puis globalement, il y avait une saisonnalité. Je savais que décembre, janvier, juillet, août, on n'allait pas me demander de présentiel en entreprise. Mmh. J'en profitais pour voyager.
Mais effectivement, j'avais vraiment envie de pouvoir faire, comme je le souhaitais, 4 mois, en Thaïlande, 3 mois à Mmh. Bali et cetera. Et donc il fallait que je modifie tout ça et aussi que j'ai des relais tout simplement. Parce qu'en plus j'ai commencé à avoir des clients un peu partout en France et même à l'international. Donc en fait, je pouvais pas être partout. Ça a été l'étape la plus difficile parce que déjà dans le funnel qu'on décrivait d'acquisition, c'était quand même très relatif à mon personal branding. Oui, oui. Il y avait une page entreprise sur LinkedIn, des fois je publiais des trucs, mais tout reposait sur moi Mmh. finalement. Et donc, ça c'est peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose à réfléchir, c'est que forcément quand, ton canal d'acquisition, c'est ton branding, les personnes s'attendent à ce que ce soit toi le formateur. Mmh. Donc ça a été quand même, tu vois, un petit temps d'adaptation et puis aussi, ouais, c'est pas ma qualité première de déléguer, je suis hyper exigeante et tout, mais bon, j'ai commencé avec avec une formatrice qui est toujours là aussi avec moi, une autre, puis une autre, puis une autre, et cetera. Ça s'est fait, OK. petit à petit, comme ça. Et du coup, comment tu as fait pour, parce que du coup, par rapport à la marge, tu te dis aussi bon là, il fallait bien que tu recrutes de toute façon si tu voulais grandir, mais tu as retrouvé, comment tu as fait tes calculs en fait? Ouais. En fait, je suis partie du principe que ce que j'apporte aux freelances qui travaillent avec moi, c'est, le client, Mmh. qui est, quand même le nerf de la guerre, hein, Mmh. le plus difficile à obtenir. La méthodologie, puisque c'est moi qui ai posé, tu vois, la méthodologie de la formation. Ils ont accès à tous les supports, à tous les outils, c'est moi qui les paye et cetera. Donc en fait, c'est vraiment clé en main pour eux. Plus la partie administrative dont on parlait. Tu Ah vois, oui. le fait que ce soit moi l'organisme de formation, moi qui porte, toute la partie, juridique, Mmh. conformité et cetera. Donc j'ai estimé, tu vois, par rapport au coût que je facture aux clients, et bien combien, tu vois, ça équivaut. Globalement, je dirais que c'est à peu près, en fait, 50 tu vois, du prix, final que l'on facture aux clients et puis après, j'ai tout simplement fait un petit calcul de taux horaire, que je pouvais proposer aux formateurs, par rapport à ça. Et puis ensuite, OK. selon nos produits, comme je te disais, l'employé de Vocacy, on le vend à l'année. Donc j'ai plutôt fait un package en se disant, voilà, pour assurer un minimum, aussi à nos freelances qui bossent avec nous parce que certains sont Mmh. quasiment full time, avec moi. Donc voilà. Ah ouais. Non, mais trop bien. De toute façon, moi, je regarde attentivement le mode un peu franchise, hein, presque, parce que là, on est presque un peu sur ce délire-là. Enfin, c'est certification. Ils pourraient être certifiés à ta méthode. Ils pourraient même trouver aussi leurs propres clients avec ta méthode, etc. Tu Ouais. vois? C'est un truc que je pense que je vais faire un jour avec le board. Enfin, je sais pas trop. Mais ça me parle aussi parce que moi, j'ai des alumni, machin. Ils pourraient aussi m'aider à animer des ateliers. Puis, la force de la méthodologie, en fait, quand tu trouves une méthode qui marche, bah, c'est pas toi qui marche, c'est ta méthode en fait. Donc une fois que tu as fait comprendre aux clients que c'est la méthode qui est bonne et pas toi, la créatrice de la méthode, alors là, ça roule. Trop bien. Est-ce que tu as testé d'autres choses en productivisation? Toi, tu es allé loin en fait dans la productivisation d'une formation B2B. Tu as fait les abonnements aussi, ça c'est pas mal aussi pour rendre le truc plus, plus recurring business. Ça se passe comment du coup, cette partie abonnement? Ouais. En fait, sur la partie employés de Vocacy, l'entreprise nous délègue vraiment l'animation de leurs ambassadeurs. Donc, c'est un OK. système d'assistance, on va dire, hein, où les ambassadeurs peuvent nous contacter tous les jours de l'année pour trouver des idées de posts, pour les aider à les créer, et cetera. Plus, évidemment, on fait des ateliers de formation auprès de ces ambassadeurs, mais il y a vraiment ce principe Mmh. d'assistance, de SAV et aussi de délégué. Tu vois que les ambassadeurs, ils aient un contact clé. Il se trouve qu'il est chez Talent Catcher et donc ça, c'est effectivement un package, que l'on vend sur 6 mois, sur 1 an et ça, honnêtement, c'est venu assez naturellement de la part c'était une demande de nos clients qui aussi en B2B, enfin, réfléchissez-y, ceux qui nous écoutent, ont des budgets annuels, tu vois? Donc en fait, il y a des périodes de l'année propices, on va dire, à la dépense et Ouais. puis d'autres un peu moins. Donc effectivement, c'était aussi une volonté de se dire: «OK, on fait appel à Talent Catcher, ça nous coûte tant et puis on n'en parle plus», tu vois? C'est en dessous Ouais, trop bien. c'est, déduit de notre budget C'est un et peu, comme le membership, mais adapté au B2B quoi, en oui, fait, en gros. exactement. Ouais, 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 c'est effectivement ça, sachant qu'après, les ambassadeurs peuvent nous contacter à n'importe quel moment de l'année, mais tous ne le font pas à la même fréquence et cetera. Donc c'est à la fois l'occasion de vraiment être no-brainer pour les clients, où ils savent qu'il y Mmh. a quelqu'un qui gère, pour eux leur communauté d'ambassadeurs. Parce que c'était vraiment un pain point, des entreprises qui avaient testé, ils se disaient: «Ouais, mais les ambassadeurs, ça prend beaucoup de temps, Ouais. on n'a pas forcément la compétence» et donc nous, on leur apporte ça avec notre abonnement, si je puis dire.
même si c'est un peu différent en B2B, comme je te dis, paye une fois au début d'année pour toute l'année. C'est plutôt le Mais oui, modèle non, mais c'est à ça, en s'en fait, plaindre. c'est ce que j'allais dire, faut être malin. Après, tu vas pas dire, un DRH, bah, tu vas sur School, et c'est 9,99 $ par mois, ça marche pas, en fait, mais tu vois, l'idée de la communauté, c'est ça, c'est toujours trouver du soutien quand on a besoin, c'est pas des flux de travail déterminés à l'avance, c'est pas forcément des formations, c'est être disponible pour les gens. Et je pense que Exact. ça a une énorme valeur et le fait que tu aies réussi à aussi avoir un écosystème avec 2 business models, en fait, ça, c'est aussi Mmh. le conseil que je donne aux solopreneurs avancés. C'est bien d'avoir un produit déjà, c'est cool, mais c'est bien d'avoir 2 produits avec 2 cycles de vente différents ou peut-être 2 moments de facturation différents ou un produit pour tes clients parce que finalement peut-être tu peux upseller sur un des produits, Complètement. cross-seller. Mmh. C'est vraiment le cas classique, en fait, où ils nous découvrent grâce à la formation des recruteurs et après ils se disent: «Bah, en fait, ça a été game changer pour les recruteurs, mais on veut que ça soit le cas pour tout le monde dans l'entreprise», tu vois? Donc nous, c'est vraiment comme ça. Enfin, généralement, le cycle de vente, c'est celui-ci et effectivement, tu vois, tu parlais de School. Comme je te dis, depuis longtemps, moi, je regarde tout ce qui se fait du côté infoprenariat, je teste et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu vois, Mmh. j'ai testé, j'ai un abonnement, à l'outil, consultation que tu connais peut-être, où on peut nous poser une question à tout moment et nous, on répond dans les 24 heures. Bah, ça marche pas. Franchement, en B2B, ça marche pas. Les collaborateurs, ils préfèrent nous envoyer un petit mail, tu vois, classique ou bien, Ouais. avec nos clients, on a des espaces Slack, Discord et cetera, vraiment dans l'entreprise. Les collaborateurs nous sollicitent là-dessus, tu vois? Donc on a essayé, Mmh. hein, de systématiser des choses. Il y a des choses qui prennent très bien et puis il y en a d'autres, ça fonctionne pas. Donc il faut Mmh. aussi être, assez, bah, voilà, malin, pour s'adapter. Oui, tu t'adaptes et puis des fois, tu montes tes prix, puis tu as des outils un petit peu moins productivisés. Enfin, c'est aussi OK Ouais. comme ça. Trop malin. Bah, écoute, toi qui es très Hormozy, moi, j'ai écouté son dernier livre audio. Bah, moi, je l'ai écouté en audio en faisant des randos, parce que toi, je sais que tu es très sport aussi. Ouais. Moi, c'était dans les Pyrénées. C'était Money Model et Ah oui. j'aime bien. Je pense que tu as dû bien écouter tout son truc sur l'écosystème d'offres. Et j'avais fait cette vidéo là YouTube où justement j'ai Oui, décortiqué les je techniques à sais, je garder de sais. Hormozy si t'es freelance et les techniques à jeter si t'es freelance. Mais si t'es solopreneur, c'est vrai qu'Hormozy, c'est déjà de meilleurs conseils que quand t'es freelance. Mais voilà. Très bien. Ok, trop bien. Et ben écoute, Charlène, maintenant ma dernière question pour toi, c'est comment t'as fait pour faire tout ça toute seule en solopreneur? On a un petit peu commencé à voir que t'es pas si seule que ça. Donc c'est le moment où on va regarder ton dernier pilier, communauté. Quel est le système et quel est l'entourage que tu t'es construit pour t'accompagner justement dans ce business florissant, mais qui te garde, qui te permet quand même de rester libre. Allez, c'est parti. Alors la communauté, Charlène, c'est ma façon de dire qu'en solopreneur, on n'est jamais vraiment seul en fait. On peut se créer un entourage, un cadre, un système aussi, des systèmes délégués. Peut-être que tu as des IA, tu as des freelances. Tu es même allé chercher finalement des associés, en tout cas associés de circonstances. Je ne sais pas si avec Karim, vous êtes associés vraiment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as tissé ta toile autour de toi justement pour permettre tout ce scale? Ouais. Alors déjà pour rebondir effectivement sur, l'association, non, je suis toujours toute seule à la tête de Talent Catcher. Il y a personne qui a pris de part. Ce qui est drôle, tu vois, c'est que plusieurs, des cabinets, on va dire que je voyais comme des concurrents à la base, ceux dont je te parlais au tout début du podcast en mode: «Non, je vais pas me lancer là-dessus, enfin ça va les concurrencer». Mmh. J'ai eu plusieurs offres de rachat, Waouh! alors même que franchement, je trouvais ça fou parce que encore une fois, le talent catcher à l'époque surtout, était très lié à mon image. Donc je Mmh. pense ça aurait été rachat, tu sais, avec, obligation que je sois dans l'équipe et non pas du tout. Vesting, ouais, de rester là, l'enfer. L'enfer, ouais, enfin, tu te remets dans le modèle, que j'ai fui, en fait. Donc Ouais. tout ça pour dire donc non, je suis toute seule et vraiment, j'ai pas envie, de d'avoir quelqu'un, à mes côtés. J'aime bien ce côté, Mmh. bah, où je suis la seule à décider, honnêtement. Et effectivement, par contre, pour le livre, bah, c'est une association temporaire avec Karim, et on a l'occasion de faire des événements et cetera tous les 2, mais ça reste juste, pour le Mais livre. tu sais que c'est très smart, mais je le redis, en fait, c'est possible. Les gens, ils me disent enfin, souvent, le premier réflexe, c'est: «Oui, on va faire ça à 2, on va s'associer» ou: «Tiens, quelle structure juridique créer pour le bootcamp que je vais lancer avec Bidule?» Je dis: «Mais tu crées que dalle, tu te partages les chiffres, tu fais un contrat Ouais. si tu veux, mais arrêtez de me créer des structures ou de vous associer avec le premier venu pour faire un truc». Moi, je fais des trucs aussi avec des potes, je fais mes séjours, Taf Wax Relax, de surf solopreneur avec ma pote Marion qui a son studio de sport, mais on n'est pas associés, tu vois?
Non, non, avec Karim non plus, on s'est pas associés. À vrai dire, on n'a même pas fait de contrat parce que on s'entendait OK. bien, etc. Et voilà, on se partage juste les chiffres et les dépenses et voilà quoi. On a vraiment fait simple, le plus simplement possible. Très bien. Et Bon, parfait, donc effectivement, après, dans l'écosystème Talent Catcher, eh bien, il y a les formateurs, évidemment, ceux sans qui ce serait impossible là qu'on ait aussi bien évolué, tu vois, en termes de chiffre d'affaires. Il y a quand même des apporteurs d'affaires. Donc en B2B, c'est vrai que c'est aussi un mmh. fonctionnement intéressant. Il y a à la fois, dès le démarrage de Talent Catcher, des personnes qui ont cru, qui avaient un bon réseau et qui m'ont recommandé. Il y a Et beaucoup tu de les nos rémunères comment ceux-là? Alors du coup, c'est toujours un peu la question, ouais. de gérer ça. Ce qui est assez courant en RH, c'est 10 c'est 10 du contrat. Bon, tu Cool. vois, sur les contrats moyens, comme je disais tout à l'heure, à 30-35 000 €, c'est quand même plutôt sympa. Ah bah là, avis à tous les potes, freelance externalisés. Enfin, j'espère qu'en RH, hein, que vous entendez ça parce que 10 c'est pas mal, hein. Tous ceux qui bossent Bah avec ouais, des recruteurs, let's go, hein. carrément, franchement, tu vois, on a, allez, je dirais une dizaine d'apporteurs d'affaires, réguliers, qui, voilà, nous apportent des leads, qui restent, à convaincre, mais encore une fois, grâce à tout le contenu, enfin et l'approche organique, à vrai dire, généralement, le travail est fait, donc ça convertit dans quasiment tous les cas. Aussi certaines agences qui, commencent et ça, là aussi, c'est une grande fierté, tu vois, qui proposaient de l'employé advocacy ou de la formation des recruteurs et qui maintenant continuent de l'avoir au catalogue, mais pas en marque blanche, tu vois? Disent direct, bah, ça sera Talent Catcher qui assure. Donc on a Mmh. aussi des contrats qui arrivent comme ça, donc voilà et c'est à peu près tout, je dirais, Mmh. dans ma communauté. Ouais, effectivement, les formateurs. Moi, j'ai une approche, peut-être aussi que je peux partager à tes auditeurs, c'est sans doute une déformation RH, mais enfin les freelances qui travaillent avec moi, ils ont vraiment, leur welcome pack, leur adresse mail Talent Catcher. Enfin, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que c'est un vrai onboarding. Ils ont évidemment une formation, à notre formation et cetera. Mmh. Donc et bon, il se trouve que jusqu'ici, j'ai vraiment, de la chance. Je sais que ça bouge beaucoup dans le freelancing, mais du coup, ça fait plus de 3 ans que je travaille avec la même team. Il y a des personnes qui nous rejoignent, tu vois? Mais bon, on a vraiment l'impression d'avoir quand même un petit esprit d'équipe, même si, bah, chacun Mais est libre de son oui et temps. non, tu vois, moi, c'est pareil que toi. En fait, je bosse avec les mêmes freelances depuis des années et en fait, je pense qu'il y a un petit côté, c'est comme un couple, on va dire qui va dire: «Je veux pas on veut pas se marier mais qui reste ensemble». Moi, je trouve qu'il y a ce côté-là dans le freelancing, c'est on se choisit, quoi. On décide de se choisir et de rester libre, mais du coup, parfois, on reste plus ensemble parce que, on sait qu'on est libre et qu'on n'est pas malin et ben, moi, c'est pareil et donc c'est faux que les freelances, vont et viennent. Si la mission leur convient, si tu les fais évoluer en fonction de eux et C'est ça. si ça va dans le même sens que leur évolution, c'est très cool. Donc big up à vous les freelances. On a des super relations avec nos clients et nos freelances à long terme. Et tu as commencé à faire un peu des trucs d'IA et tout ça, à automatiser certaines choses? Je suis loin de tes agents IA. À chaque fois que je t'écoute en parler, Flavie, j'ai des cœurs dans les yeux et franchement, enfin, je l'utilise au quotidien, l'IA, Mmh. mais vraiment pas optimisée. Mmh. Je sais qu'il y a plein de choses que je pourrais, améliorer. Quand même, l'année dernière, j'ai eu une grosse folie, automatisation et cetera et Mmh. d'ailleurs, bah, c'est Camille, le fameux, freelance avec qui je travaille Mmh. depuis le début, où je lui ai payé une formation à Mmh. l'automatisation et cetera, et qui a mis en place tellement de choses qui nous changent la vie au quotidien. Mais Mmh. vraiment, donc ça, c'était il y a 1 an. Entre-temps, on a continué, bah, de faire des ajustements, mais je sais que, voilà, la Mmh. puissance, de l'IA ne cessait d'augmenter. On n'est pas au max de ce qu'on pourrait faire. Même, ouais, je Non, mais vois c'est déjà écoute, l'utilisation. c'est intéressant. Bah, moi, j'y pense maintenant parce que maintenant, je les ai rajoutés dans la team du solopreneur, quoi, parce que moi, j'ai envie de donner des petits noms à mes agents IA et j'appelle ça la solo squad parce que maintenant, finalement, presque et avant même de recruter, tu vas d'abord essayer d'automatiser ou d'avoir des agents IA et après de prendre aussi des freelances Carrément. pour t'aider. Bon, ben cool. Écoute, et ton entourage, peut-être dernier point là-dessus, parce que je t'ai dit, Charlène, moi, je vais venir te voir bientôt à OK. Maurice, parce qu'il y a plein de solopreneurs là-bas. Il y a Hugues Trijas qui est dans Solo Ouais. Nation. Je pense qu'on va se faire plusieurs épisodes de Solo Nation un petit peu à la plage, tant qu'à faire. Tu sais, c'est Solo Nation pas en vacances. Est-ce que du coup, ça compte aussi ça dans ton mindset de solopreneur? Parce que comment t'as manœuvré cette question d'entourage? Parce que quand on est salarié, au début, c'est dur de devenir solopreneur. On n'a pas trop de points de référence. On a Hormozy, mais il est loin. Et puis, il est par livre. Tu vois, c'est pas notre pote à qui on peut discuter. C'est Comment tu clair. l'as composé?
Vraiment, alors j'ai pas fait de réseau, tu vois? Je suis pas allée dans des clubs et cetera. Mmh. Ça s'est beaucoup fait via LinkedIn, Mmh. honnêtement, naturellement. Je me rappelle justement de mon squad, quand même, big up à Alexandre qui était quasiment au même moment du lancement de sa boîte et on s'appelait souvent les vendredis après-midi en mode, tu vois, pour comparer nos problématiques. On avait un marché assez similaire. Et Mmh. en vrai, ça s'est surtout construit, tu vois, assez naturellement. J'avais des entrepreneurs, dans mon entourage, proche, Mmh. donc je rencontrais des entrepreneurs, mais je n'étais pas forcément au même niveau, je me posais pas les mêmes questions. Du coup, OK. LinkedIn m'a quand même beaucoup aidé à me connecter aussi à ce type de personnes et franchement, le voyage. Enfin, tu vois, le nomadisme, Mmh. ça m'a tellement Ah mais aidé à grave. rencontrer des personnes qui J'ai avaient trop le déjà FOMO quand réussi. je vous vois partir. En plus, moi, j'ai même des alumni qui sont genre nomades surfeurs. Waouh! Je suis là: «Ah, j'ai trop raté ma vie». Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé parce que souvent, forcément, si je les rencontrais à Bali ou en Thaïlande ou je ne sais où et qu'ils y étaient depuis 6 mois, c'est qu'ils avaient réussi à faire un truc que je n'avais pas encore réussi, c'était Mmh. avoir moins de présentiel. Et moi, c'était vraiment mon objectif de base, donc ça m'a tellement aidée. Et aussi, je m'inspire beaucoup de tout ce qui se fait dans le B2C parce que franchement, croiser des solopreneurs, en B2B, c'est hyper rare. Ouais. Mais ça m'a toujours beaucoup inspirée de voir ce que faisaient justement ces solopreneurs en B2C, de voir s'il y avait des outils, comme je te disais, parfois adaptables, parfois pas. Mmh. Mais ça s'est vraiment construit comme ça assez naturellement. Et comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, franchement, Maurice, c'est incroyable pour ça, parce qu'il y a des entrepreneurs qui pèsent tellement lourd et qui sont tellement loin. Et puis, il y a beaucoup de solopreneurs. Mmh. C'est aussi, bah, d'ailleurs, dans la politique, je pense, d'immigration, de Maurice, tu vois, tu as un minimum à investir quand tu viens ici. Donc, on va dire qu'il y a peu de freelance en démarrage. Alors, on est quand même Mmh. sur des tu vois, des business déjà assez avancés et il y a beaucoup de rencontres, enfin, déjà, naturellement, tu en fais, mais il y a des rencontres, il y a des speaks. Enfin, franchement, c'est très bien organisé pour qu'on ait de l'inspiration au quotidien. Donc ça, c'est trop chouette. Bon, bah, génial. Bah, écoute, je te laisserai finir de me convaincre en présentiel quand on se verra, ma chère Charlène. Mon mec, il est pas trop soleil et tout, tu vois, il a la peau blanche et tout. Il est là, ouais, qu'est-ce que tu me racontes avec tes trucs d'expatriation dans les îles? Donc voilà. Mais bref, c'est bien d'avoir des rêves et c'est bien, en tout cas, d'aller rencontrer plein de solopreneurs. Moi, je trouve que c'est aussi, voilà, c'est par ça que je voulais terminer, c'est que on n'est vraiment pas du tout solo et on s'inspire les uns des autres. Donc déjà, un énorme merci d'avoir partagé avec nous en toute transparence ton parcours pour nous inspirer. Et puis voilà, un énorme big up à tous les solopreneurs qui sont dans ma communauté, dans mes sphères que je rencontre en mastermind, qui sont dans l'incubateur solopreneur. C'est ça qui est cool aussi d'avoir un petit tissu de personnes qui nous ressemblent et avec qui on peut partager les mêmes conversations. Nous, on se fait des cafés tous les vendredis à 14h dans l'incubateur solopreneur et ça fait grave du bien. Et C'est Charlène, ça. où est-ce qu'on peut te suivre? Comment on peut t'encourager aussi si on veut t'aider dans la Oui. suite de ta trajectoire? Et est-ce que tu as un petit message final, du coup, pour nos auditrices, auditeurs? Bah, écoute, on se retrouve sur LinkedIn, évidemment, hein, mon réseau social favori et celui que je recommande à tous ceux qui ont envie de faire du B2B. Franchement, Mmh. c'est vraiment passer du réseau du CV au réseau de la CB. Il y a pas de débat là-dessus. Et, Trop bien. et pour le soutien, bah écoute, le livre, hein, parce que l'algorithme d'Amazon, c'est comme l'algorithme LinkedIn, plus il y a d'interactions rapidement et plus le contenu fonctionne. Donc évidemment, si ça a donné envie à certains, que certains ont des problématiques de recrutement, à bien dans le livre, on livre tout justement. Et puis, bah, mot de la fin. Franchement, merci Flavie, déjà pour cet épisode et pour tout ce que tu fais pour la Solo Nation. Moi, je me nourris tellement de tous ces contenus. Tu vois, ça devrait limite faire partie de l'écosystème que je cite parce que c'est vrai que sans les podcasts et les vidéos, franchement, j'aurais mis tellement plus de temps à accomplir tout ça. Donc, Ouais. merci beaucoup. Exactement, bah, comme tu dis, c'est ma volonté, c'était ce que je fais avec des gens quand je les rencontre, c'était le faire en public pour que toutes les personnes partout dans le monde, et notamment dans le monde de la francophonie, où peut-être que les gens parlent pas tous anglais et tout, recréer cette solo nation, qu'on se sente moins seul, et puis qu'on ait accès à toutes ces pépites, même si les gens peut-être n'osent pas te contacter ou te proposer un café et tout. Comme ça, ils ont tous tes tips. Merci beaucoup Charlène, merci à toutes et à tous, et à très bientôt dans les prochains épisodes du board. Ciao les solos.